défendait. On défendait la liberté d'hommes, de culte, d'hommes et de femmes persécutés uniquement en raison de leur religion. Effectivement, je me suis aperçu qu'on ne pouvait pas rester bras croisés. Mais en France, on a un problème. Regardez ce qui s'est passé avec la RATP. Vous vous souvenez tous que pour les affiches des prêtres, en soutien chrétien d'Orient, la RATP a refusé de l'afficher. Et dans un premier temps, la RATP a invoqué quoi? Eh bien, la RATP a invoqué la laïcité. Alors, la Credo est immédiatement montée au créneau. Moi, je ne vous cache pas qu'on a déposé une plainte contre le PDG de l'époque de la RATP, et on a demandé à nos parlementaires de mettre une pression politique. Et puis, l'opinion publique s'est emparée de la question. On leur a demandé quand même, vous parlez de laïcité, mais il faut que la laïcité soit valable pour tout le monde. Et on a sorti des affiches où on voyait, et nous avons des musulmans à la Credo, il faut le savoir, nous avons des organisations musulmanes à la Credo qui se battent pour les chrétiens d'Orient. Ce sont des organisations musulmanes d'Orient. Eh bien, on a sorti des affiches qui montraient des pubs pour le Ramadan, le pub pour le halal. Comment on pouvait, parce qu'il y avait une mention en soutien chrétien d'Orient, refuser cette mention parce qu'elle était une offense à la laïcité et permettre d'autres publicités qui pouvaient tout aussi bien être interprétées comme une offense à la laïcité. Et donc la RATP a changé son discours et a considéré qu'il fallait être neutre dans cette affaire. Ça veut dire que neutralité de la RATP, on ne peut pas choisir entre les parties au conflit. C'était le mot. La RATP avait mis d'un seul coup, sur le même plan, les chrétiens d'Orient, les yézidis, qui sont les victimes des barbares, et même les musulmans, qui sont les victimes des barbares, et leurs oppresseurs, Daesh, Al-Nosra, l'État islamique et une filiale d'Al-Qaïda. Et ça, c'était absolument intolérable. La Credo a déposé une plainte devant la Cour pénale internationale contre l'État islamique, contre Al-Nosra. Cette plainte est aujourd'hui à l'instruction. On n'allait pas accepter que la RATP nous explique que ce n'est pas un crime contre l'humanité et que ce sont des parties au conflit. Eh bien, vous savez combien de temps il nous a fallu pour obtenir gain de cause? Il a fallu que le PDG de la RATP parte, il devait partir, soit remplacé par une directrice de cabinet d'un ministre, Madame Bonne, et il a fallu que le ministre des Transports nous réunisse 4 mois après, pour qu'on obtienne enfin, 4 mois après, un courrier de la RATP reconnaissant que les chrétiens d'Orient ne sont pas partis au conflit. Ce sont des victimes, et qui sont victimes de la barbarie, et qui sont victimes de l'oppression d'organisations terroristes. 4 mois. Parce que jusque-là, c'était des partis au conflit. Voilà donc pour notre pays, cette espèce d'ambiguïté que nous avons sur cette question-là. Moi, je dis que c'est un combat de tous les jours. Je dis que c'est un combat parce que, en réalité, on ne veut pas s'apercevoir qu'il y a une spécificité des chrétiens d'Orient, et des yézidis aussi. Mais quelle est cette spécificité? D'abord, il faut savoir que les chrétiens en Orient représentaient entre 15 et 20% de la population il y a 50 ans. Aujourd'hui, ils ne sont plus que 3 à 4%. Et ils vont disparaître d'un certain nombre de pays. Ils vont disparaître, mais Elish pourra parler de l'Irak, il est d'origine irakienne. Jean est égyptien, la situation, pas Jean, Jean Maher est égyptien, franco-égyptien, il pourra parler donc de l'Égypte. Pierre parlera de la Syrie, on parlera aussi du Liban. Peut-être que tu peux venir si notre... Voilà. On parlera donc de ces pays-là avec des situations très dissemblables. Mais sur cette question des chrétiens d'Orient, ne tombez pas dans le piège qui consiste à croire qu'il faut les traiter et qu'ils n'ont pas de spécificité. Moi, je vais vous dire pourquoi leur situation est spécifique. La première, c'est parce qu'ils disparaissent de cette région du monde. Et la perte de cette diversité-là est une perte immense pour l'Orient. Immense. L'Orient ne connaît pas la démocratie. Nous avons connu la démocratie très tôt. L'Orient ne connaît pas la démocratie. Par contre, l'Orient connaît la diversité. Nous faisons seulement maintenant l'appréhension, et je salue le père Fadi, qui est un prêtre maronite et qu'on va pouvoir entendre tout à l'heure. Je salue son arrivée. Vous allez pouvoir entendre ce qu'il va vous dire sur le Liban. Et donc, on ne connaît pas, on connaît, on fait l'appréhension en Europe et en France de la diversité. La disparition des chrétiens reviendrait à laisser les chiites et les sunnites s'affronter, reviendrait à fermer cette région du monde et reviendrait à créer des blocs Occident contre Orient. Ce serait une tragédie pour l'humanité.
Les chrétiens aujourd'hui sont persécutés uniquement parce qu'ils sont chrétiens. Ils n'ont pas d'armée pour les défendre, ils n'ont pas d'armée. Ils n'ont pas de parti politique, à part le Liban. Ils n'ont pas non plus de territoire sanctuaire. En Syrie, par exemple, Pierre l'expliquerait, c'était disséminé partout. Ils n'ont pas de protecteurs internationaux. Même nous, en Occident, on n'assume pas. La France même n'assume pas son rôle historique qui remonte à Saint-Louis de protection des chrétiens d'Orient. Aujourd'hui, on parlera tout à l'heure de la Russie. La Russie est en train de s'emparer de ce thème-là en obligeant les autres pays à bouger. Mais la France même n'assume pas cette mission. Quand on parle des chiites, les chiites ont des territoires sanctuaires. Ils sont soutenus par l'Iran. Les chiites ont des trésors de guerre et une armée pour se défendre. Les sunnites, c'est la même chose. Les États du Golfe aident à bout de bras les sunnites. Les armes, ils ont des armées, des partis politiques. Les Kurdes, les Kurdes, ils ont aussi un territoire extrêmement riche, notamment en Irak. Ils ont des armes, ils ont des protecteurs internationaux, et notamment l'Occident, l'Europe. Mais pour les chrétiens d'Orient, qui les défend? Pas nous. Nous sommes les champions du monde pour défendre les droits de l'homme dans le monde, c'est notre tradition. Mais quand il s'agit des chrétiens d'Orient, on a eu du mal à l'allumage. La vérité, c'est parce que vous avez bougé, parce qu'on a eu des hommes courageux comme le maire de Clamart à nos côtés pour faire bouger la diplomatie française. Il a fallu effectivement que l'on mette une pression sur cette diplomatie-là pour qu'elle bouge. Mais la vérité, c'est que dans les faits, là-bas, nous ne faisons pas réellement grand-chose pour que la situation change. Les Arabes, il faut parler des Arabes. Je suis moi-même d'origine arabe. Maronite, mes grands-parents, d'origine arabe. Mais est-ce que ce n'est pas la première des responsabilités de ces peuples, de ces gouvernements, que de défendre leurs chrétiens? Nous n'avons pas besoin des États musulmans, on n'a pas besoin du Qatar en France pour nous expliquer comment protéger les musulmans français. On a aujourd'hui 300 à 400 mosquées qui sont protégées par l'armée française ou par des policiers, qui sont surveillées. En Orient, leur responsabilité, c'était de s'occuper de la protection de leurs chrétiens. C'est d'ailleurs ce que pense le grand imam Al-Tayyeb d'Al-Azhar, qui est une des plus grandes universités islamiques, qui est la plus réputée dans le monde, et que j'ai rencontré. C'est ce que pense le gouvernement égyptien et le président égyptien Al-Sisi. On parlera tout à l'heure de l'Égypte. Je ne veux pas déflorer le sujet. Mais pourquoi les autres Arabes, les pays arabes, ne se sont pas emparés de la question de leurs chrétiens? J'ai vu le roi du Qatar, je lui ai dit, mais qu'est-ce que vous faites pour les chrétiens d'Orient? Il me dit, je vais en faire venir 300, 400 chez moi. Je leur ai dit, parce que c'est ça la solution. La solution, c'est de les aider à vivre dans les camps où ils sont. La solution, c'est de les aider à accéder à l'enseignement pour les enfants. La solution, c'est de les aider à accéder à la santé, aux médicaments. C'est pas de les faire venir chez vous et de les déraciner. La vérité, c'est que les Arabes qui sont prompts à se mobiliser pour d'autres causes, pourvu qu'elles soient musulmanes, et pardon, je ne suis pas politiquement correct. Et ce que je vous dis, je l'ai dit en Égypte. Et mon discours a été diffusé partout. Ça prouve bien qu'il y a une conscience et un mal-être sur cette question-là. Eh bien, les Arabes auraient dû être à l'avant-poste de ce combat sur les chrétiens d'Orient. Voilà. Alors, ils ne le font pas. C'est à nous, c'est à la communauté internationale à les obliger d'agir. Nous devons être aussi dans ce combat pour les chrétiens d'Orient. La France doit revenir dans cette affaire-là. Alors, sur la plainte devant la Cour pénale internationale, il faut qu'on se dise la vérité. Pourquoi nous avons déposé une plainte? D'abord, pour tous ceux qui vont combattre là-bas. Est-ce que vous savez combien de Français, aujourd'hui, subissent la propagande de Daesh? À partir de la Syrie notamment, Internet, les réseaux sociaux. Autour de 4-5 000 personnes. Combien sont concernés directement? Plus de 1800, 1900. Peut-être le double, parce que les chiffres sont toujours minorés. Toujours minorés. Et parmi eux, il y a 25% de convertis, c'est-à-dire des enfants de plus en plus jeunes, des garçons, des filles qui vont là-bas et qui deviennent des filles à soldats. Ça, ils ne le savent pas, ça, en arrivant là-bas. Et les garçons, ils deviennent des bombes humaines.
Le premier mort, par exemple, en Irak, le plus jeune, en juillet, par attentat suicide, ben c'était un jeune Martiniquais de Martinique. Le gamin faisait la fête 6 mois plus tôt, il buvait de l'alcool, il sortait avec ses copains, et d'un seul coup, le voilà devenu islamiste, il prend un avion, il arrive à Paris, il arrive en Turquie, et se retrouve ensuite en Syrie et en Irak, et se fait sauter. 25% de Français sont dans cette situation aujourd'hui. Mais c'est un véritable drame. Et c'est pour ça que vous tous, vous devez savoir que vous n'êtes pas à l'abri. Vos enfants ne sont pas à l'abri. Vos petits-enfants ne sont pas à l'abri de cette propagande-là. Il faut être extrêmement attentif. Et donc nous avons déposé une plainte pour que ceux qui vont combattre avec ces islamistes, eh bien qu'ils sachent qu'ils ne participent pas à une sorte de guerre romantique de libération. C'est pas comme à l'époque de Che Guevara où on allait combattre avec pour libérer des territoires au nom de l'humanité, au nom de l'humanisme. Là, ils participent à un crime contre l'humanité, ils participent à un génocide, et si notre plainte aboutit, eh bien ils seront traduits devant le tribunal pénal international, avec tout ce que ça comporte comme opprobre pour eux, et pour leurs familles, et pour leurs proches. C'est important de le faire savoir, mais c'est aussi important pour les États complices. Parce que là, maintenant, il est temps de se dire la vérité sur les États complices. On a des pays qui jouent un double jeu. Vous pensez aux pays du Golfe, et vous avez raison. On peut citer quelques-uns qui ont contribué à alimenter l'islamisme dans cette région du monde. Mais on doit penser aussi à la Turquie. Nous sommes les premiers à avoir mis ça sur la place publique. Et il y a quelques mois, nous avons manifesté devant l'ambassade de Turquie en profitant de ce que nous espérions être la visite du ministre des Affaires étrangères turc. Pourquoi? La Turquie est déjà complice du génocide des Arméniens, il y a un siècle. La Turquie refuse de reconnaître ce génocide aujourd'hui. Elle n'était pas complice. La Turquie était coupable du génocide des Arméniens il y a un siècle, et aujourd'hui la Turquie est complice de tout ce qui se fait dans cette région du monde. Puisqu'aujourd'hui, par où passent les hommes qui vont combattre en Syrie? Les Français, les Tunisiens, les Marocains, les Européens qui vont combattre là-bas, mais ils passent par la Turquie. Or, nous savons tous, que la Turquie a un appareil sécuritaire extrêmement fort, extrêmement puissant. Rien ne se fait dans ce pays, parce qu'ils ont dû combattre les Kurdes. Eh bien, rien ne se fait dans ce pays sans que les Turcs, sans que le gouvernement ne soit informé. Quand il y a des réseaux qui se mettent en place, qu'un petit journaliste arrive sur place, et que ce journaliste n'a aucun mal à trouver les passeurs, vous voulez m'expliquer que le gouvernement turc n'est pas au courant? Le gouvernement turc ne sait pas quels sont les réseaux islamistes qui opèrent sur son sol? Je dis que des milliers de Français continuent à passer là-bas, d'Européens continuent à passer là-bas, continuent à être endoctrinés, et que la Turquie a une responsabilité il y a plus de 30 000 djihadistes étrangers qui combattent aujourd'hui, c'est le minimum, c'est le chiffre minimum, c'est entre 30 et 40 000 djihadistes étrangers, qui sont passés par la Turquie pour aller combattre dans cette partie du monde. Et je vous donne un deuxième élément, c'est le trafic de pétrole. Il rapporte à Daesh plus d'1 million de dollars par jour. Trafic de pétrole. On coupe les routes du pétrole, Daesh, on l'affaiblit. Sauf que, qui coupe ces routes-là? Ces routes passent par où? La Turquie. Ils recyclent le pétrole, et peut-être que vous roulez aujourd'hui avec du pétrole qui a du sang sur les mains. Il faut le savoir. La Turquie participe aussi au trafic d'armes et de munitions. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un État qui ne joue pas le jeu avec nous, qui reçoit de l'Union européenne depuis quelques années 6 milliards d'euros pour entrer, c'est de l'aide à la préadhésion. Cet État aujourd'hui joue un double jeu. Alors, devant la pression internationale, parce qu'il y a eu un journal turc a publié des photos montrant le trafic d'armes au bénéfice des organisations terroristes. Alors, inutile de vous dire que ce journal a été persécuté, les dirigeants de ce journal ont été traduits en justice, menace à la sécurité nationale, sauf qu'il y a une pression internationale aujourd'hui, et donc la Turquie a accepté de laisser des bases aériennes, de laisser les avions décoller et de laisser les avions passer à travers son sol pour aller bombarder. Et la Turquie a dit: je vais aussi bombarder les islamistes. Eh bien la Turquie est allée bombarder effectivement quelques bombardements pour les islamistes, mais 80-90% des bombardements, c'est contre qui? Les Kurdes. Les Kurdes qui aujourd'hui combattent Daesh. Les principaux combattants, ce sont des chiites, oui,
Mais ce sont aussi, en Irak comme en Syrie, ce sont des Kurdes. Et la Turquie bombarde les Kurdes. Les Kurdes qui aujourd'hui sont nos alliés. On a quand même du mal avec ce double langage. À la conférence internationale, j'ai dit à Laurent Fabius, monsieur le ministre, qu'est-ce qu'on fait avec la Turquie? Il m'a dit, on a de l'espoir de les amener à évoluer petit à petit. Moi, je considère que ce n'est pas la bonne méthode. La bonne méthode, c'est de les mettre au pied du mur. La bonne méthode, c'est faire en sorte de les obliger à choisir le camp. Ils sont avec nous ou ils sont contre nous. Ils ne peuvent pas être dans l'entre-deux. C'est extrêmement préjudiciable. Donc notre plainte est extrêmement importante parce que cette plainte pourrait, si elle aboutit, faire la lumière sur